Je vous propose la correction dans cette vidéo du corpus documentaire du dossier sur Berlin, foyer de crise dans la guerre froide, et donc Berlin, théâtre de la guerre froide. Pour répondre à ce corpus documentaire, d'abord, il convenait de lire comme toujours l'introduction. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne occupée par ses vainqueurs, Berlin devient le théâtre de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS en Europe. La division de la ville symbolise la guerre froide et le rideau de fer. Je reviendrai sur cette expression dans ma correction. D'abord, il faut se rappeler une chose. Il m'a été demandé dans un des commentaires comment ça se fait que les Allemands acceptent cette occupation alors que on ne veut pas régler la Seconde Guerre mondiale comme on a réglé la Première et faire payer tout le tribut de la guerre aux perdants, c'est-à-dire à l'Allemagne, à l'Italie, au Japon. Eh bien, en fait, ça s'explique pour une raison qui est toute simple. Si on ne veut pas leur faire payer ce lourd tribut, si on ne veut pas faire en sorte de recréer des tensions et de créer une troisième guerre mondiale, si je peux m'exprimer ainsi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va demander aux Allemands est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que ça vous va. On va leur imposer ces décisions tout en essayant de prendre des décisions qui seront peut-être un peu moins dures que ne l'a été le traité de Versailles. On va donc s'asseoir autour d'une table. Les gagnants de la guerre sont les Britanniques, les Soviétiques et les Américains. Ils vont discuter et le Premier ministre anglais, Winston Churchill, va insister pour qu'on donne aux Français également une place importante. Et notamment pour qu'on donne une place importante à un homme, Charles de Gaulle. Winston Churchill ne fait pas ça par humanisme, il fait ça dans une logique déjà d'endiguement du communisme. Les communistes sont extrêmement appréciés en Europe, extrêmement puissants à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas oublié, notamment dans la population, le lourd tribut qui a été porté par l'URSS. Faut se rappeler que les soviétiques sont ceux qui ont payé le plus gros lourd tribut à la guerre, notamment en vie humaine. Un soviétique sur 6 est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la bataille de Stalingrad, et on est très reconnaissant en Europe du rôle qu'a joué l'URSS au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette reconnaissance se traduit par des résultats dans les élections où les communistes sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts, mais une autre puissance politique, notamment en France, est forte, c'est celle des gaullistes, les partisans du général de Gaulle. Ils n'ont pas oublié non plus que De Gaulle est celui qui est parti à Londres pour appeler à continuer les combats. Et donc Churchill veut, en soutenant De Gaulle, essayer de faire baisser le poids des communistes, notamment en France. On va donc associer les Français dans un second temps pour parler aux négociations pour le règlement de l'après-guerre. Et donc les Français vont revenir dans le jeu dans des conférences suivantes et vont pouvoir être associés à l'occupation. Vous avez ici en document 1 une carte de l'Allemagne. On voit les différentes zones d'occupation. On a 4 zones d'occupation. D'abord, à l'ouest, les zones frontalières de la France qui vont être occupées par les Français. On a au nord-ouest des zones occupées par les Britanniques, où se trouve Hambourg, Hanovre, où se trouve Düsseldorf et où se trouve Bonn, qui va devenir la capitale de l'Allemagne pendant un temps après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au sud-ouest, on a une zone d'occupation américaine et enfin, à l'est, une zone d'occupation soviétique. On a donc une, un pays qui est occupé par 4 forces. D'abord, il convient de rappeler que Berlin se situe donc en Europe de l'Ouest, c'est la capitale de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Berlin va également être divisé en 4 zones d'occupation. Mais Berlin, comme vous le voyez sur le document 1 ici, se situe dans la zone soviétique. On a donc une ville divisée en 4, occupée par 4 forces, qui elle-même se situe dans une zone d'occupation qui, elle, est une zone d'occupation qui est celle des soviétiques. On a donc une ville divisée en 4 à l'intérieur d'une zone d'un pays divisé en 4. C'est une situation particulière, c'est ce qui va faire naître ces tensions. On peut donc noter qu'après la Seconde Guerre mondiale, la ville est divisée en 4 zones d'occupation par les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne est également divisée en 4 zones d'occupation par ces mêmes pays. La particularité de Berlin est d'être divisée en 4 alors même qu'elle se situe en zone occupée par l'URSS. C'est cette particularité qui va faire naître les tensions dans cette ville et qui va faire que Berlin sera un lieu extrêmement important et symbolique de la guerre froide. On peut donc rajouter que c'est cette situation particulière qui va rapidement provoquer des tensions entre l'URSS et les autres puissances occupantes.
Quel est l'objectif des soviétiques lorsqu'ils mettent en place le blocus? On a ici deux documents, une photographie où on voit un avion qui passe au-dessus de Berlin, qui passe même très près de Berlin, puisqu'on peut voir des populations assez proches, et on a un autre document qui est un texte qui se nomme le blocus de Berlin-Ouest. Ce texte, c'est un document qui est extrait des mémoires de Konrad Adenauer, le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. C'est donc une personne qui parle, qui est un responsable politique de l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire d'une zone de l'Allemagne. Il a donc forcément un point de vue. Il nous donne son point de vue. À la fin du mois de mars 1948, les soviétiques se mirent à couper les voies de communication terrestre à partir de Berlin. Ils exigèrent de contrôler les avions militaires des puissances occidentales qui opposèrent un refus formel. Le 24 juin, ils interrompirent le trafic ferroviaire sur le dernier tronçon encore ouvert. Le but était évidemment de forcer les Occidentaux à se retirer de la ville, pour la faire passer en totalité sous leur autorité. Les Occidentaux répondirent à ce défi par l'établissement d'un pont aérien qui permit de sauvegarder la liberté des populations de Berlin-Ouest. Entre le 25 juin 1948 et le mois de mai 1949, environ 1,5 million de tonnes de marchandises les plus diverses, vivres, charbon, matières premières et médicaments, parvinrent ainsi par les airs. Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent le blocus. Leur but n'avait pas été atteint, Berlin demeurait le bastion de l'Occident. Konrad Adenauer nous donne des faits qui sont indiscutables. Pourtant, il y a des choses qu'il ne dit pas, et il est important pour l'historien de les questionner. Il nous explique d'abord donc quelque chose, un fait qui est indéniable. Les soviétiques mettent en place un blocus de la ville de Berlin. Euh, je vous rappelle que ce document, le document 2, a un titre et que dans ce titre, le terme blocus est surligné en jaune. Il convient donc d'aller voir la définition. Je vous demande, moi, de la recopier si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est une définition qui est à connaître dans ce chapitre. Vous pouvez donc la recopier à la première page du chapitre, là où normalement vous avez une fiche d'objectif. Le blocus, c'est un isolement d'un pays ou d'une ville l'empêchant de communiquer avec l'extérieur et de se ravitailler. Pourquoi est-ce que les soviétiques mettent en place ce blocus? En réalité, pourquoi y a-t-il des tensions? Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit si on met en place un blocus, c'est qu'il y a des tensions. Eh bien, ces tensions arrivent très rapidement et arrivent à Berlin, puisqu'on est dans la partie soviétique. Les soviétiques considèrent, en tant que vainqueurs de la guerre, que la zone qu'ils occupent en Allemagne est une zone sur laquelle ils sont souverains, exactement comme les Français, les Anglais et les Américains dans les zones qui sont les leurs. Or, Berlin se situe dans la zone soviétique. Mais Berlin est également divisé en parties. Le litige va donc se situer dans le fait tout simple que les Américains, les Français, les Britanniques vont considérer qu'ils sont souverains dans les parties qu'ils occupent de Berlin. Les Soviétiques, eux, vont considérer que puisque Berlin est dans leur zone d'occupation, c'est eux qui sont souverains. Or, être souverain, ça veut dire décider de la politique qui va être menée. Ces pays ne possèdent pas les mêmes idéologies. Vous vous souvenez que les soviétiques sont communistes, tandis que les autres forces, les occidentaux, eux, sont capitalistes. Les soviétiques veulent donc mettre en place un système communiste à Berlin, ce que refusent les occidentaux. Ils vont donc tenter de faire partir les occidentaux de la ville en mettant en place un blocus et donc en bloquant tous les moyens d'approvisionnement de la ville. Les occidentaux vont répondre à ce blocus. On peut donc rajouter, le but de ce blocus, c'est de contraindre les Français, les Britanniques et les Américains à se retirer de leur zone d'occupation. Les Occidentaux réagissent, ils vont mettre en place ce qu'on appelle un pont aérien. Alors ce n'est pas vraiment un pont, vous l'avez compris, c'est une image. Ils vont en réalité larguer de manière quotidienne des vivres sur la ville et en faisant ça, ils vont essayer d'empêcher ce fameux blocus puisque les routes sont bloquées et qu'on ne peut plus rien amener. Ce pont aérien va fonctionner puisque les soviétiques vont finalement décider de lever le blocus en mai 1949, voyant que ce blocus est inutile. C'est donc une victoire pour le camp de l'Ouest. Qui et pourquoi le mur est-il construit? Quelles sont les conséquences humaines de cette séparation de la ville en deux? On a ici un document, le document 3, sur lequel il fallait vous baser, qui est donc la une du journal français La Nouvelle République, datée du 14 août 1961. Je vous ai complété ce document par une photographie d'époque, puisque un
journal peut raconter un peu ce qu'il veut, une photographie peut également être un document truqué, mais en l'occurrence, cette photographie n'est pas un document truqué, et on voit sur cette photographie différents matériaux de construction, différents engins de construction qui sont en train de construire ce mur. Pourquoi, par qui et pourquoi le mur est-il construit? Pour répondre à cette question, on peut se contenter de dire ce mur est construit donc par la RDA, la République démocratique d'Allemagne, ou par les soviétiques, puisque la RDA est en réalité dirigée par les soviétiques, mais donc il convient malgré tout de se re-questionner, comme toujours, en se demandant le pourquoi. Pourquoi ce mur? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce mur, il est construit, on nous l'explique assez bien, puisque près de 3 millions d'Allemands ont quitté la RDA pour la RFA. Vous avez vu que RDA et RFA sont surlignés en jaune. La RDA, c'est la République démocratique d'Allemagne. Démocratique, c'est un faux ami, puisqu'on pourrait penser que démocratique, ce n'est donc pas soviétique. Or, les soviétiques se considèrent comme des démocraties, comme des nouvelles démocraties, je vous l'avais expliqué. Pour eux, la démocratie, ce n'est pas exactement la même conception que pour nous la démocratie. Quand je vous demande ce que c'est que la démocratie, en général, la première chose qu'on me répond, on me dit c'est le vote. Eh bien, pour les soviétiques, la démocratie, c'est plutôt quelque chose qui est au sens grec antique du terme, c'est-à-dire démos, le peuple. La démocratie, c'est le régime pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Et si ce régime pour le peuple et dans l'intérêt du peuple se base sur le vote, dans ces cas-là, oui, c'est une démocratie. Mais ce n'est pas forcément la condition sine qua non. Ce qui compte, c'est que ce régime fasse l'intérêt du peuple. C'est donc la République démocratique d'Allemagne qui est à l'est, la République donc créée par les soviétiques, qui s'oppose à la République fédérale d'Allemagne à l'ouest, qui correspond en réalité aux 3 zones d'occupation françaises, britanniques et américaines, qui vont être unifiées en un seul et même pays, qui est donc un pays capitaliste. Pourquoi est-ce que des Allemands ont quitté la RDA pour la RFA? C'est ça en réalité la question qu'il faut se poser pour comprendre pourquoi le mur est-il construit. Eh bien, tout simplement puisque le plan Marshall qui a été mis en place fait très rapidement sortir de la crise de la Seconde Guerre mondiale de nombreux pays, puisque vous le savez, c'est une aide, entre guillemets, une aide américaine qui vise à reconstruire l'Europe et à lutter contre le communisme. Ça ne plaît pas du tout aux soviétiques, mais ça plaît aux populations puisqu'elles ont connu les privations de la guerre pendant des années et elles sont contentes, qu'importe le régime politique, de pouvoir sortir de la guerre. Donc, 3 millions d'Allemands, environ entre 49 et 61, en l'espace de 10 ans, changent et passent de l'Est vers l'Ouest, puisqu'ils veulent fuir un régime sur le modèle soviétique, qui reste un régime où il n'y a pas le même niveau de richesse qu'un régime sur le modèle capitaliste où les capitaux américains affluent. C'est donc par là qu'il faut commencer. La mise en place du plan Marshall dans les territoires occupés par les Occidentaux provoque un déséquilibre économique avec la partie occupée par les Soviétiques. Ce déséquilibre provoque à son tour la fuite de plusieurs millions de Berlinoises et de Berlinois vers les zones occidentales de la ville. Le problème, c'est que ces Berlinois, en fuyant l'Est, provoquent une réaction assez musclée, si je puis m'exprimer ainsi, des autorités soviétiques qui ne veulent plus voir ces Berlinois partir de l'autre côté pour trouver une vie meilleure. Ils décident donc d'abord de mettre en place un filtrage avec des checkpoints, c'est-à-dire des endroits où on doit démontrer son identité, expliquer les raisons de son départ, et ce filtrage va petit à petit se renforcer pour monter en apogée, et la nuit du 12 au 13 août 1961 est érigé un mur qui va être renforcé et qui durera pendant plusieurs décennies. En réaction, les autorités soviétiques construisent donc un mur de séparation dans la nuit du 12 au 13 septembre août 1961. Cela provoque la séparation de nombreuses familles où certaines d'entre elles vont voir des fratries séparées, des frères et sœurs qui ne pourront plus se voir, des enfants qui ne pourront plus voir leurs parents, et la rupture de communication entre les différentes zones de la ville. Alors quand je dis des enfants qui ne pourront plus voir leurs parents, ce ne sont pas des enfants en bas âge, c'est plutôt des enfants qui sont arrivés à l'âge adulte, qui ne pourront plus voir leurs parents, qui eux sont restés dans la partie est de la ville, et donc vont se retrouver coupés de leurs parents qu'ils ne reverront parfois jamais. Le document 4 est un extrait d'un discours
Le document 4 est un ensemble de deux documents. Le document 4 est un ensemble de deux documents, une photographie à droite et un document à gauche qui est une source historique, puisque là, en l'occurrence, ce n'est pas un article de presse, mais c'est bien le texte original d'un discours politique prononcé par le président américain John Fitzgerald Kennedy, qu'on voit là, et qui donc se situe en face du mur et va prononcer un discours en face de ce mur le 26 juin 1963. C'est donc un discours politique prononcé par John Fitzgerald Kennedy, et si l'on est en face du mur, c'est bien parce que Kennedy souhaite s'adresser aux personnes de l'autre côté du mur. Il s'adresse bien évidemment également aux Berlinois de l'Ouest, qui pour certains sont venus le voir. Enfin, il s'adresse surtout au reste du monde, car je vous le rappelle, la guerre froide, c'est une guerre qui est également une guerre de la communication. On va communiquer au reste du monde pour expliquer que son modèle idéologique est le meilleur. Je prends cet extrait du discours et ensuite je vous l'explique un petit peu. Notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration de la faillite du système communiste. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense à l'humanité. La population de Berlin-Ouest peut être certaine qu'elle a tenu bon pour la bonne cause sur le front de la liberté pendant près de 20 ans. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de cette ville. C'est pour ça, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire Ich bin ein Berliner. Le discours original est un discours en anglais. La phrase Ich bin ein Berliner est-elle bien prononcée en allemand? En prononçant cette phrase, que votre manuel a traduite par Je suis un Berlinois, Kennedy adresse un message. Quel constat il fait d'abord à propos du mur? À propos du mur, le 26 juin 1963, près de 2 ans après la construction de ce mur, le président américain Kennedy se rend à Berlin et prononce un discours en face du mur. Il qualifie ce mur de démonstration de la faillite communiste. Kennedy, il utilise également Ich bin ein Berliner pour signifier sa solidarité avec les Berlinois et tous les hommes libres. Pour la petite anecdote, il faut que vous sachiez que lorsque ce discours a été prononcé, il n'était pas prévu que Kennedy prononce cette phrase. Il n'était pas prévu qu'il parle en allemand, et d'ailleurs Kennedy ne parle pas allemand. Il a donc improvisé, et il a improvisé en prenant une formule extrêmement simple, puisqu'il y a le sujet, je, que beaucoup de personnes connaissent sans parler allemand, ich, bin, le verbe être en allemand, ich bin, il n'y a pas besoin de faire de l'allemand pour avoir entendu parler de ça, enfin, un, et Berliner. Mais, pour la petite anecdote, eh bien sachez que ça ne se dit pas du tout en allemand. Votre manuel l'a traduit par Ich bin ein Berliner, et votre manuel a raison en disant qu'on peut dire je suis un Berlinois, puisque évidemment, les Allemands, dans leur indulgence, ont très bien compris ce que voulait dire Kennedy. La réalité, c'est qu'un Berliner, ça se dit pas. Il aurait dû dire Ich bin aus Berlin, je suis de Berlin. En faisant ça, il dit je suis un Berliner, qui est en réalité une spécialité berlinoise qui s'avère être une pâtisserie. Il s'est donc qualifié lui-même de pâtisserie, ça a fait rire beaucoup de monde, mais en réalité, ça a encore plus suscité de l'affection envers lui. Et en faisant cela, en réalité, il a probablement gagné définitivement le match de la communication. Parce que cette maladresse est certes une maladresse, mais il n'empêche qu'il montre quelque chose. Il a raison sur un point, c'est que le système capitaliste, aussi inégalitaire qu'il puisse être, n'est pas un système qui a besoin de construire des murs pour empêcher les gens de s'évader. Enfin, encore une fois, les soviétiques pourraient très bien expliquer que les fortes inégalités qui résident aux États-Unis font de ce système un système où de très nombreuses personnes sont en réalité enfermées moralement. Mais c'est vrai que symboliquement, ce mur n'existe pas dans les pays capitalistes. Ça fait donc de ce discours, le discours de Kennedy, un discours qui va être énormément repris à l'international et qui va donc extrêmement plaider dans la faveur des Américains.
On peut donc rajouter un dernier document de complément. Ici, on voit, c'est une photographie évidemment originale, qui n'est pas truquée, je me permets de vous le redire, puisque des photographies, encore une fois, peuvent être montées. Cette photographie date du 9 novembre 1989, et on voit sur cette photographie une foule de personnes qui est sur le mur de Berlin, et sur la banderole, on peut lire « Pour une ville de Berlin sans mur, une Allemagne sans chars, une Europe sans frontières ». Le 9 novembre, après 2 semaines de manifestations en RDA, la liberté de circulation est annoncée. On annonce au peuple qu'ils vont avoir le droit de franchir le mur pour pouvoir se rendre à l'ouest. À l'origine, il n'est pas question de détruire le mur, simplement de laisser provisoirement les habitants de l'Allemagne de l'Est se rendre à l'ouest. Immédiatement, les Berlinois de l'Ouest en réalité vont forcer le passage par milliers et ils vont, en faisant ça, symboliquement, faire chuter le mur symboliquement, puisque le mur reste bien là. Quelques jours plus tard, il sera détruit et donc mettra fin à la séparation de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et ouvrant la voie à la réunification de l'Allemagne. En réalité, en abattant ce mur, qui était un mur qui n'était plus symbolique mais réel, ils ont en réalité symboliquement détruit l'URSS puisque la chute du mur de Berlin va en réalité marquer la chute de l'URSS et la fin du communisme dans les pays d'Europe de l'Est. Vous pouvez donc noter en synthèse que l'opposition idéologique entre le modèle capitaliste de l'Ouest et communiste de l'Est fait naître des tensions dans la gestion de l'occupation de Berlin entre les différentes puissances. Ces tensions provoquent un blocus de la ville, puis la construction d'un mur de séparation entre l'Est et l'Ouest de la ville. L'Allemagne est divisée en 2 pays, la RDA, la République démocratique d'Allemagne à l'est, qui est communiste, et la RFA, la République fédérale d'Allemagne à l'ouest, qui est capitaliste. Cette partition de la ville de Berlin et de l'Allemagne prendra fin en 1989 avec la chute du mur de Berlin, qui marque symboliquement la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS. Quand vous avez noté cette synthèse, je vous invite à noter en C de nombreux conflits à travers la planète et on va s'intéresser cette fois-ci à des conflits armés, des conflits réels, puisque la guerre froide, c'est certes une guerre qui n'a jamais opposé directement les États-Unis et l'URSS d'un point de vue militaire, mais en réalité qui a quand même donné lieu à de nombreux conflits armés. Et je vais vous demander, pour prendre cet exemple, de travailler sur un autre conflit de la guerre froide qui en réalité est à mi-chemin entre un conflit de type berlinois, c'est-à-dire un conflit de communication, un conflit non armé et un conflit armé. Vous pouvez donc me localiser dans votre cahier Cuba, puisqu'on va s'intéresser à la crise de Cuba, et ensuite répondre aux questions sous les documents, pages 114 et 115. Ce travail est à réaliser pour mercredi. Je vous déposerai un nouveau travail mercredi matin.